un côté bubbly. Et j'étais là, je fais ah, pétillante. Elle me dit oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est toi, t'es pétillante, t'es bubbly. Et là, je me suis dit bon sang, ça y est, je l'ai, je tiens mon nom, quoi. Donc j'ai cette chance-là d'être sur un job, dans une entreprise qui me permet d'assouplir, d'aménager mes horaires pour pouvoir travailler entre midi et deux, pour pouvoir terminer plus tôt parce que le travail est fait et du coup me consacrer à mon activité le soir et parfois aussi forcément le week-end, quoi. Bon là typiquement récemment j'ai fait un mariage d'Américains qui sont expatriés et qui vivent à Paris. Et donc, ils ont fait venir toute leur famille des États-Unis, etc. etc. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est typiquement ce genre de choses que j'aimerais faire. Aider les gens qui sont aux États-Unis ou qui sont en Angleterre et qui souhaiteraient se marier en France, mais qui n'y connaissent absolument rien. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie de l'agence Bubbly Day. Alors, elle va nous expliquer d'ailleurs ce que veut dire Bubbly Day, une agence qu'elle a fondée en 2020. Elle est toujours en train de jongler avec son activité de juriste. Elle est une slasheuse, comme elle aime se définir, un mot que j'aurais appris dans ce podcast. Et j'imagine que toi qui écoutes, peut-être que tu sais pas non plus ce que ça veut dire. Écoute l'épisode en tout cas, surtout si tu t'es lancé déjà en tant que wedding planner, si tu veux te lancer et si tu as peur de te lancer dans le grand bain directement et que tu envisages de continuer l'activité salariée que tu as actuellement et de lancer ton activité de wedding planner en parallèle. Il y a beaucoup de conseils dans ce podcast. Stéphanie va nous expliquer comment elle s'est lancée, comment elle a décidé de se lancer, comment elle s'organise, quel positionnement elle a trouvé. D'ailleurs, un positionnement très intéressant puisqu'elle a utilisé en fait toutes les compétences qu'elle a et notamment dans son job, sa faculté à parler anglais facilement pour se positionner et trouver une clientèle somme toute assez rapidement malgré l'environnement qu'on connaît tous avec le Covid et la période difficile que l'on vient de vivre. Mais en tout cas, c'est un super épisode que je t'invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Stéphanie. Stéphanie, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour ce premier épisode de la rentrée 2022. On va parler de ta saison, notamment, qui vient de se terminer. Tu viens de me le dire juste avant qu'on lance l'enregistrement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Du coup, je m'appelle donc Stéphanie. Je suis fondatrice de l'agence qui s'appelle Bubbly Day et je suis je suis wedding planner et officiante de cérémonie et j'œuvre principalement en région parisienne. D'où vient d'ailleurs Bubbly Day? Qu'est-ce que ça veut dire et d'où est-ce que ça t'est venu? Alors Bubbly Day, c'est une histoire assez originale et à la fois simple. Alors déjà, je m'étais orientée pour avoir un nom d'agence anglophone, puisque je souhaitais, et c'est ce que je fais actuellement, je souhaitais m'orienter vers le destination wedding. Donc, je voulais vraiment avoir un nom et une agence qui soit accessible pour les anglophones. Et je m'étais dit, bon, il faut que je trouve un nom anglophone. À partir de là, j'avais pas beaucoup plus d'idées. Et pour être très franche, un jour, j'ai fait comme toutes les wedding planners qui se lancent, j'ai fait des recherches, j'ai regardé un petit peu comment les autres wedding planners, ça s'appelait, quels étaient le nom de leurs agences, et j'essayais un petit peu de comprendre d'où venaient les noms des unes et des autres. Et je sais que, par exemple, j'avais beaucoup aimé le nom d'une autre grande wedding planner qui s'appelle Elodie et qui avait créé son agence, elle, D-Day. L'idée qu'on a eu sur le podcast d'ailleurs. Pardon? Qu'on a eu sur le Voilà, podcast, sur le podcast, pardon. Elodie, je ne sais plus quand c'était. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais ouais. voilà. Et qui a Donc, lancé sa franchise aussi d'ailleurs. exactement. Et du coup, je m'étais dit, voilà, bon, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée de départ, en tout cas pour moi, hein. Et je tournicotais un peu autour du nom quelque chose Day. Et en fait, un jour, quand j'étais en formation pour devenir wedding planner, j'ai rencontré une personne
Alexandra, peut-être qu'elle se reconnectera si elle écoute le podcast. Et on s'est retrouvés à la pause déj toutes les deux, on discutait et bon voilà, on sortait effectivement du cours sur le marketing, sur la communication et on se demandait comment on appellerait nos agences. Et puis bon, au fur et à mesure de la conversation, elle m'a dit, mais comme ça, de façon assez directe, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais Stéphanie, ah moi je t'aime beaucoup, t'es une super nana, t'es hyper, t'es dynamique, t'es enjouée, t'es souriante, et puis t'as un côté, ah là là, comment on dit en français, t'as un côté bubbly. Et j'étais là, je fais, ah, pétillante. Elle me dit, oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est toi, t'es pétillante, t'es bubbly. Et là, je me suis dit, bon sang, ça y est, je l'ai, je tiens mon nom, quoi. Bubbly Day. Voilà. Ok, Parce donc que en fait, ça veut dire je- pétillant. Ok. ouais, en fait, je voulais un nom voilà, qui me corresponde, qui soit à mon image et qui à la fois voilà, fasse rêver et interpelle. Et je pense que c'est le cas, parce que souvent on me demande pourquoi Bubbly Day, que veut dire bubbly d'ailleurs, et du coup, voilà, je raconte toujours cette histoire. Et ouais, j'en suis assez fière parce que finalement, c'est venu assez simplement et en même temps, c'est assez original. Voilà. Enfin, je Ouais, trouve. c'est cool, parce qu'au moins ça interroge et ça te fait parler de toi, ça fait parler de ta marque et ça Mm, permet peut-être aussi d'engager la conversation parfois avec des clients prospects. Je ne sais pas. exactement. Mais très cool. Mm, Tu n'en as pas parlé, mais tu t'es lancé apparemment assez récemment. oui, Et j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que tu étais juriste avant, juriste en entreprise, et que oui. tu avais pendant quelque temps fait les deux en parallèle. Donc, que tu t'étais lancé en tant qu'activité parallèle de ton boulot de juriste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Et puis de la Alors manière déjà, en fait dont l'idée a mergé ouais. et s'est concrétisée. En fait, alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que j'exerce toujours aussi ce métier de juriste en entreprise. Mm. Voilà, bon, parce que je peux évidemment pas encore vivre complètement et pleinement de mon activité de wedding planner. Donc, je suis ce qu'on appelle une slasheuse, hein. Une Et slasheuse. Moi, je n'ai jamais oui, entendu parler de ce terme non plus, tu vois. C'est bien. On découvre non, des voilà. nouveaux mots aujourd'hui sur le podcast. Donc, slasheuse, ok. Et Je suis une donc, slasheuse. Je jongle entre deux activités professionnelles et accessoirement le reste de ma vie. Donc, oui, voilà, mes journées sont, comme on peut s'imaginer, très chargées. En fait, l'idée de devenir wedding planner, elle est venue il y a quelques années. Je m'étais lancée dans une, dans une, dans un espèce de bilan de carrière, qu'on appelle ça, bilan de compétences, il y a quelques années de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très envie de faire autre chose que mon métier de juriste en entreprise. Alors, au début, c'était je veux faire autre chose à la place d'eux. Et là, en fait, avec le temps et l'expérience, je me rends compte que ces deux jobs, finalement, me conviennent et que je trouve mon équilibre comme ça, pour l'instant. Et comment j'en suis venue à devenir wedding planner? Bah, c'est qu'après, un bilan de compétences, un coaching, un programme de coaching que j'ai fait ici à Boulogne, en région parisienne. Je suis arrivée à la conclusion que moi, ce que j'adorais, c'était diriger. J'aimais bien être un chef d'orchestre, j'aimais bien organiser, j'aimais bien prévoir. Et très accessoirement, j'adore faire la fête. Voilà. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas 36 métiers où tu organises, où tu prévois et où tu fais la fête à la fin. Ce n'est pas moi, évidemment, qui fais la fête, mais il n'y a pas 36 métiers où tu organises des fêtes, où tu organises des événements. Et je me suis dit, ben, tiens, si je me lançais dans l'organisation de mariage. Et voilà, je suis arrivée avec cette idée de métier à 36, 37 ans, en me disant, tiens, si je faisais ça en plus de ce que je fais, ça me ferait du bien. Voilà. c'est assez étonnant dans le sens où c'est vrai que la plupart des gens qui se lancent en parallèle de leur job, c'est parce qu'ils veulent changer, Mmh, généralement, et c'est rare qu'ils te disent que, bah, en fait, ils ont trouvé leur équilibre comme ça, ils ont envie de continuer justement à jongler entre ces deux activités. C'est souvent une mmh, phase de transition. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais cru lire, moi, sur l'article. Je crois que c'était un article des Échos, d'ailleurs, je l'ai ouvert là, sur mon PC. Ouais, c'était ça. Et où tu disais, je crois que tu voulais justement switcher à temps plein sur l'activité de wedding planner en 2022, il me semble. oui. Alors,
Est-ce que là, est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as en tête quand même de switcher complètement sur ta nouvelle activité de wedding planner ou est-ce que là, tu es arrivé au point ou à la conclusion où tu te dis, bah, finalement, j'aime toujours bien mon métier de juriste et puis restons comme ça le temps où ça me convient, quoi. En fait, effectivement, c'était un projet hein, vraiment de quitter le monde du salariat pour être entrepreneuse et me lancer à 100% et à temps plein dans cette activité de wedding planner. Le fait est que quand je me suis lancée, j'ai cumulé deux handicaps. Le premier, c'est que je me suis lancée. Donc, je ne connaissais rien et en plus, je ne viens absolument pas de ce milieu-là. Donc, j'ai vraiment dû tout faire par moi-même. Et en plus de ça, je me suis lancée en plein Covid. Voilà. Donc, j'ai été plutôt bien inspirée. Et c'est vrai que du coup, alors, hasard ou coïncidence, j'en sais rien, mais le fait est que j'ai à chaque fois repoussé l'échéance en me disant ben, je vais me lancer à 100% là-dedans fin 2020. Je vais me lancer à 100% dedans fin 2021. Et en fait, à chaque fois, l'échéance a été repoussée. Alors, je ne dis pas que j'ai plus du tout envie de m'y consacrer à 100%. Je dis juste que pour l'instant, en attendant, vu les circonstances, je ne peux pas me permettre de lâcher encore ce que je fais en tant que juriste pour me consacrer à 100% à l'activité. Mais c'est toujours un projet. C'est toujours un projet. Et voilà. Et comme tout projet, ben, parfois, il y a des événements imprévisibles, il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas toujours et qui font que ben, ce qu'on a prévu de faire à telle échéance, bah, finalement, c'est reporté un peu plus tard, quoi. Mais c'est toujours, oui, c'est toujours dans mon projet, quoi. Voilà. Et j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, c'est lié à une conviction profonde que j'ai et j'ai justement, conseillé un ami à moi il y a pas longtemps là-dessus qui me posait des questions aussi lui là pour se lancer dans son activité et c'est vrai que je lui disais, pour moi, c'est compliqué de faire, enfin de continuer dans ton job et de te lancer dans une activité dans le sens où tu seras jamais à 100% sur ton activité. Il y a de fortes chances, que du coup, voilà, tu ailles pas au bout ou que parce que inconsciemment, tu sais que tu as cette sécurité de l'emploi, tu fasses peut-être pas les choses, pour, justement être autonome plus vite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Tout à fait. je Je comprends je tout pense à qu'il y a fait. un vrai intérêt à se lancer dans le grand bain et à prendre des Mhm. risques et à sortir de sa zone de confort, pour Mhm. justement atteindre ce point de bascule où tu pourras en vivre beaucoup Mhm. plus rapidement. Après, je sais que ça dépend forcément de la situation de chacun, Mhm. mais bon, c'est un peu la conviction que j'ai et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et puis l'autre, c'était de savoir, justement comment tu jonglais entre ces 2 activités puisque j'imagine que et encore plus en ce moment et ces 2 dernières années liées au Covid, il y a de plus en plus de je pense, un wedding planner qui se lance, Mhm. dans le même format que le tien, quoi. Ouais, ouais. Bah, pour répondre à ta première question, c'est vrai que enfin, c'est clairement une donnée que j'ai en tête. Je pense clairement qu'on ne peut pas on ne peut pas espérer vivre de cette activité-là si on ne s'y lance pas à 100%. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec ce postulat-là. Et c'est le mien d'ailleurs, hein. Moi, je m'étais toujours dit, enfin, je sais que je ne suis pas à 100%. Même, enfin, je veux dire, je ne suis pas à 100% parce que j'ai un autre job. Donc, forcément, le temps que je passe sur l'autre job, c'est du temps que je ne passe pas en tant que wedding planner. C'est du temps que je ne passe pas à développer mon business, ma clientèle, etc., etc., mes relations avec les prestataires et autres. Mais en même temps, je sais que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne peux pas faire autrement que de faire comme ça. Et donc, j'essaye autant que possible hein, de jongler. C'est vrai que je peux pas tout quitter comme ça pour me lancer à 100%, mais c'est une étape que j'ai prévue dans mon parcours. Et après, te dire à quelle échéance, je ne sais pas. Mais j'ai prévu de le faire. J'ai vraiment envie de le faire parce que si je le fais pas, je serais pas allée au bout de l'exercice, quoi. Et c'est pas mon genre de pas aller au bout de l'exercice de façon générale. Donc, je sais qu'il faudra que je le fasse, sinon je le regretterai. Voilà. Et donc comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu arrives à prioriser, tu arrives à organiser ton temps? Puisque j'imagine aussi que juriste, c'est un boulot qui est assez prenant. Je Ouais. pense pas que tu es fonctionnaire en faisant du 9h 16h. Donc, comment est-ce que tu fais pour organiser ton temps et prioriser tout ce que tu vas faire, en tant que wedding planner?
Alors, en fait, j'ai la chance d'être dans une entreprise et sur un poste où je suis très à l'aise. Voilà, voilà, bon, c'est un métier que j'exerce quand même depuis 2017, pardon. Donc, non, qu'est-ce que je raconte 2010? Non, non, 2007, 2007, parce que ça fait 15 ans. 2017. Tu vois, j'ai voulu me rajeunir de 10 ans. Mais non, non, j'exerce depuis 2007 ce métier-là. Donc, ouais, ça fait 15 ans. Donc, je pense, et là, le poste actuel où je suis, ça va faire 6 ans. Oui, je suis sur un poste où je suis très à l'aise, où je suis très, très, très confortable. J'ai une chef et une hiérarchie qui est extrêmement tolérante et extrêmement souple par rapport à ça. Elle est d'ailleurs au courant, hein, donc je n'ai pas de secret. Donc j'ai cette chance-là d'être sur un job et dans une entreprise qui me permet d'assouplir, d'aménager mes horaires pour pouvoir travailler entre midi et deux, pour pouvoir terminer plus tôt parce que le travail est fait et du coup me consacrer à mon activité le soir et parfois aussi forcément le week-end, quoi. Donc voilà. Donc je jongle un peu avec tout ça. J'ai pas de journée type. Les journées se ressemblent pas, évidemment. Je peux passer 80% de mon temps sur mon métier de juriste et le reste du temps sur mon métier de wedding planner, entre midi et deux, entre deux réunions ou le soir. Mais voilà, oui, je pense que oui, je jongle, je passe mon temps à jongler. Et t'as pas des petits hacks d'organisation, des choses que tu fais qui peut-être toi te paraissent naturelles, mais que quand les autres te voient faire, ils se disent ah ouais, c'est quand même assez impressionnant que tu fasses comme ça, non? Est-ce que tu aurais Euh, des conseils, hein? C'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi là en ce moment et qui ne saurait pas par quel bout prendre le truc, qu'est-ce que tu lui dirais? un conseil. Je pense que alors bon, moi, je suis un peu de la vieille école, je te le cache pas. Moi, je travaille beaucoup avec des papiers et des crayons, donc j'ai des to-do list. Alors j'en ai une dans mon téléphone, hein, je vais pas non plus faire genre, mais j'en ai une dans mon téléphone, mais j'en ai surtout une très longue, sur une feuille de papier, dans un cahier que je transporte avec moi et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Alors ça peut être des choses très bêtes, hein, ça peut être des choses du quotidien, genre aller faire des courses ou penser à acheter ci, penser à acheter ça. Et c'est très, voilà, parce que sinon, mon cerveau, il est petit, hein, j'ai pas toute la place pour stocker tout ça. Donc en fait, je mets tout sur du papier, tout sur un cahier et j'écris tout ce que je dois faire et au fur et à mesure, je raye. Alors évidemment, plus je raye, plus s'en rajoute. Mais voilà, c'est mon petit truc comme ça parce que j'ai besoin d'avoir un visuel sur ce qui est à faire, sur ce que je dois faire et j'écris tout. Voilà, j'écris tout ce que je dois faire dans un petit cahier. Après, c'est vrai que j'ai de la chance parce que le métier que je fais déjà en tant que juriste, je suis déjà dans un environnement où je suis extrêmement sollicitée, où je dois jongler, où je dois passer d'une personne à l'autre, d'un dossier à l'autre. C'est un peu comme chez le médecin, tu vois, tu prends un rendez-vous chez le médecin, où le médecin reçoit ses patients et ça s'enchaîne les uns après les autres et c'est jamais les mêmes sujets, c'est jamais les mêmes problématiques et c'est jamais les mêmes soucis. Et en fait, en faisant ça dans mon métier de juriste, du coup, ça me facilite vraiment la vie dans mon métier de wedding planner parce que le métier de wedding planner, c'est aussi ça, c'est savoir passer, je dirais, d'un mariage à l'autre, d'une orga à l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je sais faire dans le cadre de mon travail. Et comme je suis déjà, même à titre personnel, très organisée, très carrée, très prévoyante, voilà, j'arrive à peu près à me retrouver et à savoir voilà, de quoi on parle et à chaque fois tomber dans la bonne case et me dire: «Ah oui, donc ça pour ce mariage, il y a ci et ça. Ah oui, il faut que j'appelle un tel, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Donc j'ai déjà cette capacité, cette habitude, je dirais, à jongler. Donc forcément, avec un métier en plus, ça me pose pas trop de problèmes, quoi. Voilà. Et par rapport au destination wedding, là, tu m'as dit en début d'épisode que tu t'étais focalisé sur Ouais, l'anglophone et que c'est pour ouais. ça que tu avais appelé d'ailleurs ton agence de billets. Comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans le destination wedding et quelle destination déjà tu avais en tête? Parce que bon, après les pays anglophones, il y en a beaucoup et les destinations où ça parle anglais, j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi. Ouais. Comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à ça?
Alors pour l'instant, je te cache pas que j'ai pas encore bien étudié le sujet, mais pensais plutôt destination wedding dans l'autre sens, c'est-à-dire aider des anglophones, donc des Américains ou des Anglais à venir se marier en France et à Paris. Bon là, typiquement, récemment, j'ai fait un mariage d'Américains qui sont expatriés et qui vivent à Paris. Et donc, ils ont fait venir toute leur famille des États-Unis, etc., etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est typiquement ce genre de choses que j'aimerais faire, aider les gens qui sont aux États-Unis ou qui sont en Angleterre et qui souhaiteraient se marier en France, mais qui n'y connaissent absolument rien. Alors déjà, qui ne savent pas où chercher les lieux, où chercher les traiteurs et autres, mais qui veulent pas trop s'embêter et qui veulent quelqu'un pour gérer toute l'organisation. Donc c'est vrai, c'est quelque chose que je souhaiterais développer. Alors avec le Covid, bon, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps pour que les gens se déplacent, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer parce que, bon, en plus, il se trouve que je parle anglais. Dans le cadre de mon métier de juriste, ouais, voilà, je parle très bien anglais et du coup, je me suis dit, bah voilà, encore quelque chose que je peux mettre au service du métier de wedding planner en me spécialisant sur ce genre de mariage et sur ce type de clientèle. Et c'est vrai que typiquement, la mariée américaine là, que j'ai mariée cet été, quand je l'ai rencontrée, moi, elle m'a dit très clairement, elle m'a dit, moi, je veux une wedding planner française, mais qui parle anglais. Parce que les wedding planners américaines qui peuvent organiser des mariages en France, ça existe bien sûr, mais non, moi ce que je veux, c'est une Française, une vraie Française qui parle français et qui connaît les mariages à la française, qui connaît tous les trucs et astuces, tous les trucs où il faut aller, les bonnes choses à manger, les bonnes choses à boire, etc. etc. Mhm. Donc, Oui. Ouais, c'est vrai que les anglophones se disent qu'il y a une vraie expertise à être français et à connaître toute la gastronomie et tous les lieux au ouais. niveau. Oui, ça paraît logique. Et Mm. du coup, comment est-ce que tu les trouves, toi, ces clients-là? Puisque c'est vrai que c'est quand même pas simple de trouver des clients quand on est wedding planner, on le sait, hein, c'est Mm. une des grosses missions, forcément, hein, pour alimenter la machine. Bon, toi, tu es sur un positionnement quand même assez spécifique. Et les clients anglais, est-ce que tu as une stratégie pour aller les trouver? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors, la plupart là, de ce que j'ai fait, c'était principalement du bouche à oreille. Il se trouve que j'avais fait le mariage d'une de mes collègues qui était juriste aussi avec moi. Et c'était une collègue qui était anglaise, qui est maintenant aussi devenue française depuis. Et en fait, elle avait fait son mariage avec moi. Je l'avais aidée à l'organiser. J'avais aussi et surtout fait sa cérémonie laïque en anglais. Parce qu'il y avait sa famille qui venait d'Angleterre et d'ailleurs pour la petite histoire, je crois qu'il y avait 150 invités et sur les 150 invités, il y en avait que 2 ou 3 qui parlaient pas du tout français. Donc j'ai fait une cérémonie en anglais pour 3 personnes parmi les 150 invités et c'était ma toute première cérémonie laïque, je m'en rappelle et ouais, j'avais mis la barre haute là sur ce coup-là, mais Ouais, il franchement, fallait c'était vraiment génial. être à l'aise en anglais pour pouvoir assumer. Et voilà, et bon, je m'étais franchement éclatée. Et puis bon, ça a été un super jour. Et du coup, c'est vrai que elle a parlé de moi après coup. Elle a parlé de moi sur un groupe Facebook auquel elle est abonnée, parce qu'il y avait une Américaine qui cherchait une wedding planner française pour organiser son mariage à Paris. Et voilà, et elle a parlé de moi et ça s'est fait comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que sur ce type de clientèle, ça va être beaucoup de bouche à oreille, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je sais que j'ai des amis de mes parents qui ont des enfants qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre et qui ont déjà eu l'occasion de me solliciter pour savoir si je pouvais m'occuper de leur mariage, etc. Donc, je pense que ça va être quelque chose qu'il va falloir que, typiquement, si c'est quelque chose qu'il faut que je développe à partir de l'année prochaine pour pouvoir atteindre ce type de clientèle-là. Mais j'ai bien conscience que ça va être beaucoup de bouche à oreille, quoi. Voilà. Encore Et plus tu que as le reste. pensé à switcher toute ta communication en anglais? On a eu des invités sur le podcast, notamment, qui ont publié des shootings d'inspiration sur des sites assez réputés aux États-Unis. Mmh. Je ne me rappelle plus les noms d'ailleurs, mais
c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose de bien aussi pour toi, pour te faire de la visibilité Mm. dans les pays où tu as envie d'être visible au final. Parce que c'est vrai que tu as un gros avantage aussi, c'est que pouvoir assurer, je pense, une cérémonie laïque en anglais. Mm. Pas beaucoup de wedding planners français qui peuvent, qui peuvent mettre ça, en tout cas, Mm. dans les prestations qu'ils proposent. Et puis le gros avantage aussi, c'est qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude de faire appel à des wedding planners. Donc, Mm. mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup Non, mais d'annuaires, beaucoup de publications en anglais aussi sur lesquelles peut-être tu pourrais être présente. non, mais ce qui est vrai, c'est vrai que typiquement, quand je me suis lancée, j'avais clairement l'intention de faire typiquement mon site internet. Il est en français aujourd'hui, mais je voulais faire aussi une page anglaise. Parce que je m'étais dit, ok, tu veux attirer de la clientèle anglophone, mais si tu fais un site internet en français, ben, tu vas pas, tu vas pas attirer beaucoup de monde dans cette cible de clientèle. Donc voilà, ça fait partie aussi des projets sur lesquels je réfléchis, à switcher effectivement ma com en anglais, le site internet, mais aussi typiquement, j'avais réfléchi à publier, quand je publie sur Instagram, c'était faire des publications à la fois en français et en anglais, comme on voit, hein, il y en a qui le font aussi. Donc voilà, peut-être que ça sera, peut-être que l'année prochaine, voilà, mon site sera en anglais et mes publications seront en français et en anglais. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore à l'étude. Écoute, très bien. On suivra ça dans tous les cas en mettant les liens de ton compte Instagram sur Oui. l'article qui accompagnera ce podcast. Là, j'ai vu que tu avais une stratégie quand même qui était assez huilée, où tu mets des photos et de Ouais. tes mariages et des inspirations aussi Instagram. Là, on est. Non, Pinterest, pardon. Ah, c'est ça, Mm. hein, Pinterest, je crois. Exactement, ouais. Ouais. Mm. On va tout de suite passer à dernier segment du podcast. Je sais qu'il y a une question déjà où tu as partiellement répondu. D'ailleurs, c'est la première question que je voulais te poser. Non, deuxième question, et on va commencer par celle-là. C'était si jamais il y avait des outils logiciels dont tu pourrais te passer dans ton quotidien de wedding planner. On sait déjà que tu utilises beaucoup le papier et le crayon et les, euh, Ah, et ça, les c'est pas très checklists. bon. Après, ça marche très bien aussi, hein. Donc, à un moment donné, Ah il faut oui, oui, aussi, oui. il faut aussi savoir revenir à la base. Mais est-ce qu'il y a des outils peut-être un peu plus tech, un petit peu plus évolués, entre guillemets, que tu utilises au quotidien? Oh, franchement, non. Alors, je vais pas être très originale à part, Excel, Word, non du tout. Je sais qu'il y a un superbe outil, dont j'ai souvent entendu parler et d'ailleurs, je suis abonnée à son compte, c'est Wedding Plan. Ouais. Je sais que c'est un outil, que beaucoup utilisent et qui a vraiment fait ses preuves et qu'il faudrait que j'utilise. Mais tu vois, typiquement, ça fait partie aussi des choses, voilà, ça fait partie de mes projets que de m'intéresser à cet outil-là et pourquoi pas y passer parce qu'en plus, je pense que ça me ferait gagner du temps. Et tu as bien compris que vu ma situation, le temps est précieux en ce qui me concerne. Donc du coup, si je peux avoir un outil parfait, idéal, Mhm. qui m'aide à gérer tout ça, voilà. Donc s'ils Oui, m'entendent, bon. oui, wedding plan, oui, oui, je Si commence à Weber m'intéresser. t'entend, je ne sais pas s'il écoute le podcast. Je crois qu'il est abonné à la newsletter. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on connaît bien là chez Ouais. Planners. Donc, s'il peut t'envoyer un code de réduction pour tester. Oh, Ah, je fais pas le message est spécialement passé. un podcast pour ça, mais écoute, pourquoi pas, hein, à l'occasion. Sinon, est-ce qu'il y a des conseils, des mauvais conseils, en tout cas, des idées reçues que tu entends beaucoup dans le domaine de l'organisation de mariage? Oh oui, ah bah oui. Hem, je pense que le métier, en fait, je pense que rien que le nom, rien que quand les gens entendent le nom, les gens se demandent ce que c'est que ce métier, ça fait pas très très sérieux. Les gens s'imaginent que c'est très facile d'organiser un mariage, que ça ne demande pas tant de travail que ça. Tiens, tu vois, typiquement, c'est une anecdote, mais j'ai parlé de mon métier de wedding planner à un autre collègue, qui m'a dit: «Mais en fait, ton job, c'est un job saisonnier, en fait, tu bosses que l'été, quoi». Alors là, du coup, c'est le cliché de l'au-delà, quoi. C'est Ouais. vraiment, je lui ai dit: «Bah non, pas du tout» et là, il m'a regardé, il m'a dit: «Ah oui, non, en fait, non, non, je raconte une connerie là». Je fais: «Oui, oui, c'est une belle bêtise que tu racontes parce que c'est pas du tout ça, quoi».
Bah, ce serait même au final un peu le contraire, c'est-à-dire que tu passes tout ton hors-saison à organiser et les mariages que tu fais l'été, c'est uniquement généralement le fruit de toute l'organisation que tu as fait les mois Ouais. précédents, quoi. Exactement. Non, non, mais c'est ça. Après, oui, je pense que voilà, oui, les gens pensent que c'est un métier où on travaille pas beaucoup, où en fait, voilà, on travaille que 2-3 mois l'année, qu'en fait, ah oui, un autre cliché aussi que j'ai entendu souvent, ça me fait rire. Ah oui, mais en fait, tu passes ton temps en dégustation traiteur. Ah bah non, du tout, du tout, du tout. Et généralement, les dégustations traiteurs, pour être très franche, je les fais pas parce que je trouve que c'est un moment, voilà, que les mariés, enfin c'est un moment assez particulier où les mariés sont entre eux, ils dégustent, ils se font plaisir. Donc moi, je n'ai aucune valeur ajoutée. Est-ce que toi, tu as identifié une grande tendance en- ou des choses là, qui bougent, ouais, peut-être entre le moment où tu t'es lancé, c'est vrai, en plein Covid et cette Mm, année, ou mm. sur les prochaines années, ou sur les dernières demandes que tu as eues? Est-ce qu'il y a des tendances, ouais, que tu vois émerger dans le domaine du mariage? Bah, là, avec le recul que j'ai, je j'ai pas, enfin, avec l'expérience que j'ai, je peux voir. Alors après, est-ce que c'est un effet, post-Covid ou est-ce que c'est, quelque chose qui va perdurer dans le temps? Moi, ce que j'avais constaté, c'est que la plupart des mariés voulaient vraiment de l'extérieur. De l'extérieur, ils voulaient être dehors, ils voulaient faire les cocktails dehors, ils voulaient limite faire les dîners dehors, tu sais. Donc, ça peut être Ouais. des dîners sous forme de buffet dînatoire. Les mariés veulent de la musique, du live. Et ça moi, je pensais que c'était vraiment des conséquences, des effets de la crise Covid et des confinements et l'ensemble des restrictions qu'on a tous subies. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que ça se confirme et que finalement, oui, les gens ont envie que les mariages soient des moments conviviaux. Ils n'ont plus forcément envie que ça rentre dans des cases ou dans des codes. Voilà, on sent que les mariés veulent faire des choses à leur image et en cassant un petit peu les codes traditionnels, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant et pour moi, forcément, ça m'ouvre des portes puisque moi, Mm. je me positionne vraiment sur des mariages, euh, je ne veux pas Pétillant. dire pétillants, voilà, et originaux. En tout cas, les plus originaux possibles. Bon, bah, ce sera le mot de la fin en tout cas. Bah, ça nous laisse juste le temps de conclure et bah, de te souhaiter le meilleur pour la suite. On va suivre, bah, comme je le disais tout à l'heure, ton aventure de loin en te suivant sur les réseaux. On mettra ça Mm. sur l'article qui accompagnera ce podcast, hein, sur le blog Planners. Et puis, bah, comme je te l'ai dit avant d'enregistrer, je te laisserai également présenter ta belle activité Bubbly Day sur la plateforme. Ça marche. Bah, écoute, merci à toi, Benjamin. Merci à toi Stéphanie, à bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.